Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre émission, notre rendez-vous sur les parcours juridiques. Ce soir, je reçois Alexandre et Denis qui vont faire le retour de justement cette contestation qui a eu lieu le 24 novembre dernier. C'était une demande en irrecevabilité pour recours théorique. Vous irez voir les petits parcours que j'ai faits aussi sur le sujet. Et on va aujourd'hui faire le retour, vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est, parler du jugement parce qu'il est sorti, puis quelle est la suite. Alors, nous avons l'équipe Alexandre et Denis avec nous pour pouvoir en faire le tour. Bonsoir les gars, vous allez bien? Salut Carole, oui, ça va super de mon côté. Hey, bonsoir Carole. Je suis super content d'être là ce soir. Ouais, salut Denis, nous autres aussi, on est contents de t'avoir. Alors, commençons dans l'ordre. On va essayer de... On a fait une capsule là-dessus, je vous la laisserai dans le descriptif de ce live pour que vous puissiez, si vous n'avez pas vraiment vu cette procédure qui était très importante, très, ma foi, hyper intéressante. J'ai passé par toute la gamme des émotions à vous écouter pour être franche parce que je trouvais que vos paroles la façon que vous avez défendu, c'était tellement juste, c'était tellement vrai. Ça faisait du bien à entendre, mais malheureusement, on était très peu nombreux à y assister. Donc, faisons un retour là-dessus. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Quelle était cette procédure? Et on a très hâte de vous entendre pour plus de détails. Oui, bien, d'entrée de jeu, c'était notre demande constitutionnelle. Le procureur, oui, c'est ça, le procureur général, son avocat a déposé une contestation, en fait, une demande d'en irrecevabilité théorique. Puis nous, on contestait son irrecevabilité. Donc, on est allé plaider à Montréal. L'audience a duré à peu près 4 heures. De notre côté, c'était 2 heures. Puis de l'autre côté aussi, là, c'est à peu près 1 heure et demie qu'elle a pris. Puis, on a reçu le jugement. Comme on voit ici, là, daté du 11 décembre. Là, on en a pris connaissance pendant les vacances de Noël. Donc, on a regardé le jugement, on l'a lu, on a commencé la rédaction de notre demande d'appel, puis on va déposer l'appel cette semaine, au courant de la semaine. Donc, on a déjà... Oui, parce que c'est ça, justement, le 24, c'est ça qui était hyper intéressant de regarder, c'est que la procureure, elle s'objectait à votre demande et vous deviez la protéger. Je pense que c'était ça aussi qui était très beau. C'était donc une contestation, le mot le dit, mais vous protégiez votre recours comme de quoi, non, ce n'était pas théorique et c'était... si vous demandiez à Madame la juge de pouvoir procéder finalement. C'est ça un peu dans les grandes lignes. Oui, ben, c'est une bonne illustration. C'est exactement ça qu'on est allé faire, là. On est allé protéger l'avancement du recours. Donc, on était sur le mode défensif, là, je dirais. Donc, eux autres, ils trouvaient des arguments pour attaquer les points, pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas recevable. Puis nous autres, il fallait trouver des jurisprudences ou des arguments, puis répondre aux critères, démontrer qu'on répondait aux critères pour pouvoir aller de l'avant. Excellent, oui. On va remettre ici l'image de cette procédure et je vous laisse en faire les grandes lignes. Qu'est-ce que vous avez? Et ça, c'est le jugement qu'on voit à l'écran. Oui, ça, c'est le jugement. Ce ne sera pas long, je vais juste me replacer. Donc, ça, c'est le jugement qu'on voit à l'écran. Je vais le scroll down, puis en faire des commentaires. Denis, si tu veux ajouter des commentaires, tu me diras là, quand arrêter ou si tu veux que je reste à un endroit. J'ai peut-être un commentaire. Bon, ça n'a rien à voir. D'office d'entrée de jeu, quand je me regarde dans l'écran, je constate en fait que la photo de fantôme en arrière de moi, qui fait en sorte que, genre, on a vraiment l'impression que j'ai des longues oreilles. En tout cas, c'est quand même oui, assez... c'est Puis, ça n'a rien à voir avec la procédure, mais comme je me retiens pour pas rire de moi-même en ce moment, j'ai-tu le droit de le faire comme ça en direct? OK, peu importe, ça me fait rire. Puis, OK, faut pas que je rie, faut que je sois sérieux. C'est une procédure sérieuse. Regarde, on voit mieux tes oreilles, là.
Puis, En tout cas, ça détend l'atmosphère dans cette vidéo sérieux. ouais, bon. Mais c'est ça. J'aimerais peut-être juste mentionner, vous l'aurez peut-être compris, on s'en va en appel, donc ça veut dire qu'on n'a pas eu un jugement qui était en notre faveur. La juge qui a rendu son jugement, on peut sûrement aller voir son nom, hein, il est à l'écran, en fait. Oui, il est à Elle était à l'écran. l'écran, c'est Catherine Piché. Et puis, Catherine Piché, on va mentionner qu'on a été se renseigner un peu sur son background, puis c'est quelqu'un qui a étudié en droit international. Donc, tu sais, des trucs comme Nuremberg, on se dit, normalement, on devrait le connaître, parce qu'en fait, même des Toukies, genre, absolument, ils savent quand même les grandes lignes de ce qui s'est passé dans ce coin-là de pays à un moment donné dans l'histoire. Donc, c'est ça, c'est une juge, en fait, qui est supposée avoir des connaissances en droit international, selon son background. Puis elle nous a pas donné raison. Elle nous a pas donné raison, malgré tout. Et malgré que c'est un dossier constitutionnel contre les mesures sanitaires. Puis tous les trucs, vous comprenez, les injections forcées, coercitives. En tout cas, je voulais juste amener ce point-là avant qu'on aille de l'avant, parce qu'on trouve ça curieux qu'une juge, avec ce type de background-là, qui normalement aurait dû comprendre sans équivoque les éléments qu'on mentionnait, a décidé finalement que non, ça passe pas. Mais bon. Effectivement, moi aussi, je pensais ça. Je me suis dit, bon Dieu, c'est une juge internationale. Elle sait que dans certains pays, ils ont remboursé l'étiquette COVID. Elle sait qu'au niveau international, il y a énormément de choses qui se passent, des causes qui sont gagnées, qui sont remportées. Je me suis dit, moi aussi, la même affaire. Je dis, mon Dieu, c'est dans la poche parce que, en plus, la procureure, comme on le disait tantôt, elle amenait un rejet, un rejet de votre demande. Puis, ça se tenait pas, ce qu'elle disait. C'était... la juge s'était impatientée même à quelques reprises contre le procureur, tu sais, comme elle arrêtait pas de donner des jurisprudences qui disaient toutes la même chose, puis il n'y en avait aucune qui était dans l'autre sens. Puis là, madame la juge a dit, y en a-tu des jurisprudences de l'autre sens? La procureure a dit oui, mais je les ai pas mises. Fait que là, la juge, elle a dit, ouais, mais c'était les plus importantes. Je trouvais ça tellement bon, tu sais, tu voyais que la procureure, moi, j'étais d'accord avec la juge, elle n'était pas du tout impartiale, elle était complètement... c'est pas qu'elle n'était pas préparée, mais elle avait beaucoup de documentation, mais tu voyais que c'était pas un travail de fond comme le vôtre, par exemple. Fait que moi aussi, du fait que cette juge avait des connaissances en justice internationale, je dis, mon Dieu, elle va vraiment... Puis elle avait du 6 mois pour remettre son jugement. Moi, je pensais que ça allait être long, qu'elle allait y réfléchir, qu'elle allait se dire c'est impossible de donner raison au procureur, il faut que je me cherche, il faut que je travaille pour pas leur accorder leur procédure. Elle a pris 20 jours. Elle a pris 20 jours. J'ai fait quoi? Ça m'a tellement surpris sur le fait qu'elle n'a pas pris plus de temps que ça pour pouvoir élaborer, parce que vous débunkez, je vous le dis, là, c'était pas évident, sa job qu'elle avait à faire. Je trouvais ça très rapide. Mais en même temps, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que lorsqu'on regarde le jugement, puis on va aller plus en détail dedans, je vais utiliser le mot torchon, c'est carrément ce qu'elle a fait, puis on se demande comment une personne en droit international peut pondre un torchon pareil, mais en fait, nous, on n'a pas eu de difficulté à trouver une quantité phénoménale d'erreurs de fait et de droit. Peut-être même qu'elle nous fait une fleur, là, peut-être même qu'elle c'est tellement n'importe quoi qu'on se dit, elle a-tu fait exprès? Elle veut-tu vraiment qu'on aille en appel aussi facilement que ça? Genre, j'ai l'air arrogant quand je parle comme ça, mais comme sérieusement, t'as vraiment pondu ça comme jugement? Mais même chose pour ma procédure. On va y aller plus en détail. Moi, je suis pas contre l'idée, en fait, qu'elle ait pris si peu de temps pour produire un truc que je considère comme étant justement un torchon. Là, merci, on l'a maintenant, on va aller en appel, puis on perd moins de temps. Parce que, en fait, quand un juge prend 6 mois là, pour prendre une décision, t'es comme, tu perds 6 mois. Après ça, je veux dire, faut que ce dossier-là soit entendu par un juge impartial, si ça existe encore au Québec, dans notre République de bananes. Mais tu sais, moi, en fait, le délai, en fait, j'aime mieux ça quand c'est court. Nous, de notre côté, on est quand même bien préparés. C'est de l'autre côté que les délais courts, ils n'aiment pas trop ça. Là. Ils veulent souvent étirer les dossiers le plus longtemps possible. Mais d'ailleurs, étirer les dossiers, ça fait souvent en sorte que tu peux les faire déclarer théoriques. C'est un addon, tiens donc. C'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a des trucs pas très réglo que le gouvernement fait, mais que parce que la procédure judiciaire est beaucoup trop longue, que ces trucs réglo-là disparaissent au niveau des lois, puis qu'après ça, ils peuvent juste les faire déclarer comme étant théoriques. Donc, nous, en fait, c'est le contraire. Moi, en tout cas, personnellement, Alex pourra s'exprimer plus en détail s'il veut, mais quand c'est rapide,
Surtout que dans cette prise en cas-là, c'est assez évident. Tu sais, tu as des décrets qui disent que tu peux injecter des gens sous ordonnance de la Cour. Non, mais c'est parce qu'il y a des lois constitutionnelles de l'autre côté, même au niveau civil puis au niveau criminel. Tu peux pas faire ça. Comment la LSP puis d'autres sous-décrets de l'article 123 peuvent ordonner ce genre de truc-là. En tout cas, on se serait attendu à mieux de la part d'un juge que des notions de droit international, parce que je tiens à vous rappeler qu'il y a des gens, à une certaine époque, qui ont obéi aux ordres d'un petit moustachu, OK? Je ne vais pas nommer son nom, hein, mais vous le connaissez tous. Puis, ça finit à Nuremberg, puis ça finit avec des pendaisons. Parce que c'est tellement grave, qu'est-ce qu'ils ont fait, que ça passait pas. Bon, malheureusement, il n'y en a pas eu assez qui ont eu à répondre de leurs actes. Il y en a beaucoup qui ont réussi à s'en tirer, mais c'est quand même un truc factuel qui s'est produit par le passé. Donc, c'est ces gens-là qui travaillaient pour le petit moustachu que vous connaissez probablement tous, vous avez sûrement déjà tous entendu parler d'eux, mais ils faisaient des expériences avec des gens, des expériences médicales qui, selon plusieurs, ont fait avancer la médecine. Ouais. En tout cas, c'était au détriment d'individus qui en ont bavé puis qui se sont probablement fait charcuter d'une façon dont je ne peux même pas m'imaginer. En tout cas, bref, c'est pas très, très légal comme façon de faire. En tout cas, petite parenthèse, je vais laisser Alex continuer. Oui, pour en venir justement au jugement, là, vous allez le voir tout le long. Ce que la procureure amenait surtout, c'était des jurisprudences par rapport à l'article 119 de la loi. Puis on va le voir, nous autres, on ne touche pas à l'article 119 qui a déjà été déclaré constitutionnel dans l'arrêt Brica. Donc, ça, c'est un côté qu'on n'a pas exploité, mais que la défense ou en tout cas le procureur utilisait énormément. En fait, elle avait juste de la jurisprudence sur l'article 119. Elle n'avait pas de jurisprudence sur ce que nous, on attaque. Puis vous avez fait par exprès dans votre demande de ne pas mettre l'article 119. Ben, puis elle avait quasiment juste une défense là-dessus. Donc, c'est ça. Ça fait partie des choses inexplicables du système judiciaire. Donc, l'article 119, puis vous allez le voir aussi là, beaucoup, l'affaire Monnier, là, qui utilise beaucoup, que la juge utilise beaucoup des passages pour justifier sa décision. Mais on va le voir, là, sa décision, malgré les passages qu'elle utilise, sa décision, selon moi, n'est pas justifiée puisqu'elle n'arrive pas à faire le lien entre l'article 119 et ce que nous, on exige. Donc, elle fait des amalgames pour essayer de faire passer ça, mais elle fait aucun lien du pourquoi est-ce que, puisque l'article 119 est constitutionnel, pourquoi les articles que nous, on attaque seraient constitutionnels. C'est ça, important. D'office, c'est pas l'article 119, puis quand on regarde nos conclusions dans notre cours qui a été déclaré théorique, on n'attaque même pas l'article 119, puis on attaque bien au-delà des décrets, parce que les décrets ont été retirés, on le sait, suite à l'avènement de l'article 28. Donc, tous les décrets sur l'article 123 de la loi sur la santé publique ont été retirés, c'est un fait. Par contre, l'article 118 de la loi sur la santé publique, il existe encore. Il est encore là. 123, il existe encore. En fait, la loi sur la santé publique, elle existe encore. Puis ben, nous, on attaquait plusieurs articles de cette loi-là, sauf bien sûr l'article 119. On ne s'est pas vraiment attardé sur cet article-là parce qu'on sait que le camp adverse aime bien sortir l'arrêt Brica en disant « Ouais, mais l'article 119, c'est même pas ce qu'on allait contester genre au niveau de la constitutionnalité. » C'était même pas ça. Donc là, on a un jugement qui parle beaucoup de 119, puis on est comme, ouais, mais c'est parce que c'était même pas ça qu'on a. Même pas le dossier. En plus, pour en ajouter une couche, lorsque tu parlais tantôt, Alex, de l'affaire Lily Monnier, puis entre autres d'autres jurisprudences, c'est des causes qui sont en appel. Donc, ils ne devraient pas se retrouver dans la balance des preuves de la défense. Bon point, la juge n'aurait pas dû baser sa défense, son explication là-dessus, puisque c'est des décisions qui sont en appel. Si la Cour d'appel dit que son jugement est un torchon, ce que la juge Piché a utilisé dans son jugement se résumerait à être un torchon en même titre que l'autre, que le jugement s'y est battu, justement, c'est plus utilisable.
C'est Donc, difficile, en fait, de se baser sur un jugement qui n'est pas passé en force de choses jugées, parce que tu ne sais pas C'est comment ça ça. peut finir. c'est Parce que ça. Lily Monnier et compagnie, ça se peut qu'ils remportent leur appel. Ils ne sont Oui. pas encore passés, ils sont en appel, ils ne sont pas jugés, comme tu dis. Puis, c'est pas la première fois qu'on voit qu'une juge, dans ma suspension, également, Madame la juge, avait utilisé votre recours qui était en appel. C'était le seul point qui portait préjudice à mon affaire. Puis, justement, la juge l'a utilisé. Ce sont des Ouais. erreurs de fait, C'est fascinant parce que des le 12 erreurs de janvier, droit. justement, on appelle sur ce dossier-là. Oui. Le 12 janvier 2024, en tout cas, c'est à moins d'un revirement de situation, normalement, je suis supposé aller plaider ce dossier-là sur la suspension qui est devenue un contrôle en certiorari qui est maintenant en appel. Oui, donc sans plus tarder, on va parcourir le jugement. Il y a des surlignements que nous avons faits, puisque c'est le document qu'on a utilisé un peu pour rédiger notre demande d'appel. J'y vais très rapidement, puisque ici, ici, nous avons justement un résumé de ce que nous demandions dans Bonne idée. dans notre pourvoi. Ici, ce qui est très drôle, c'est que la ligne B, entre autres, c'est pas, on le mentionne pas dans notre demande. Donc, la ligne B, c'est une ligne que la juge a interprétée ou qu'elle a ajoutée d'elle-même. Ah ouais. Mais, ouais, mais évidemment, on demande de déclarer que les exemptions de tous les décrets devraient et auraient dû être respectées. On demande de déclarer inconstitutionnels les articles donc 118, 123 et 139 de la LSP. Donc, nulle part est parlé de l'article 119. Excellent point. Déclarer qu'il n'existe pas de situation d'urgence, au sens de l'article 118. Déclarer inconstitutionnelles les mesures décrétées en vertu de la LSP. Déclarer que tous les constats COVID, dans le fond, c'est parce que c'est ça, a fait des amalgames là, de ce qu'on dit. En fait, c'est déclarer tous les constats COVID inconstitutionnels, puisque les décrets seraient inconstitutionnels, puisque la loi est inconstitutionnelle. Mais là, elle a fait l'amalgame avec le minimum constitutionnel, ce qu'on utilise ailleurs, mais pas pour les constats COVID. Déclarer inconstitutionnel, comme ça, bon, ça n'a pas vraiment rapport, je ne sais pas pourquoi elle l'a mis. Déclarer nul et inopérant les constats d'infraction, bon, elle l'a bien remis là. Puis ordonner à ce qu'il y ait remboursement et d'étiquettes COVID. Elle utilise le dédommager les citoyens. Oui, à une autre place, elle utilise dommages et intérêts. On ne demande pas des dommages et intérêts là, pour ceux qui ont reçu des contraventions. En fait, là, on demande juste qu'ils soient remboursés. On ne demande pas plus que ça. C'est déjà un bon début. Puis, acquitter les demandeurs, évidemment. Évidemment. Ce qui est drôle, c'est que là-dedans, c'est ça, c'est que elle a fait beaucoup d'amalgames, puis elle s'est trompée beaucoup sur le contexte jurisprudentiel. Donc, on a relevé beaucoup d'erreurs de fait. Puis c'est très dur d'utiliser le bon droit quand on n'a pas les bons faits. Comme disait tantôt Denis, elle a bien fait pour vous, c'est plus facile, elle vous a facilité la tâche. Oui, oui, c'est ça. Donc là, tu sais, encore là, elle utilise Monnier sur l'article 119 Oui, on l'a entendu beaucoup, celle-là. de la LSP, l'arrêt Brica, blablabla. Bon, l'arrêt Brica encore. Donc, tu sais, son jugement, bon, 2 pages pareilles aussi, là. Son jugement porte beaucoup sur l'arrêt Brica. Qui ne Monnier, encore, concernait pas votre demande, qui c'est ne ça. concernait, vous aviez fait exprès d'ailleurs, je me souviens parce que Ouais. moi, je l'ai porté l'article 119, puis vous ne l'avez pas introduite à cause de l'arrêt Brica qui est tout frais, tout neuf, 2019 que ça a commencé, l'arrêt Brica, je pense que ça a été remis en 2020, donc c'est très, très Ouais. frais. Oui. Donc, c'est ça encore la ligne 28, là, la contestation de la constitutionnalité de l'article 119.
parle encore de la rébrica. Mhm. Donc, c'est ça qui est spécial, là. Puis ça, c'est ce que je trouvais drôle aussi, là, d'entrée de jeu. Ces deux décisions, parmi plusieurs autres, portent un éclairage important au présent dossier, C'est pas même vrai, si hein? elles n'ont pas de force de chose jugée. Puis là, on OK. a un aveu de la juge, en fait, qui Ouais. est tout à fait consciente que ces décisions-là sont en appel. C'est ce que ça veut dire. C'est pas passé Moi en... aussi, elle a dit en toute conscience, Mhm. toute connaissance de cause. Elle le savait qu'elle était en appel. Ils ont C'est Exact. ça, choisi de les utiliser. c'est ça. Donc, elle fait, bon, les conclusions recherchées dans la présente demande sont similaires aux conclusions recherchées dans l'affaire Monnier. C'est vrai. On demande toutes les deux, bon, c'est décrit, là, dans les deux cas, les demandeurs mettent en cause l'existence de l'urgence sanitaire. Oui. Est-ce qu'il y a eu urgence? On a déposé des documents qui démontrent que non, il n'y avait pas urgence puis pas matière à utiliser cette loi-là. Ils attaquent aussi la validité de tous les décrets et arrêtés ministériels. Euh, c'est à prendre et à laisser parce que oui, on dit que les décrets sont pas sont pas constitutionnellement faits, mais par rapport à la loi, en fait, on attaque la loi sur la santé publique par rapport au décret parce que l'article 123 énumère plusieurs choses, dont le point 8 qui est tout autre chose. Puis, tu sais, l'article 123, vu comme ça, comment c'est inconstitutionnel, euh, ben, il y a des gens qui ont essayé de l'attaquer, ça n'a pas fonctionné. Par contre, maintenant, après la pandémie, on a vu avec les décrets et les arrêtés, c'est quoi l'ampleur de cet article de loi-là. Puis, c'est ça qui est un peu la démonstration de la loi. C'est les décrets et les arrêtés qui démontrent c'est quoi l'ampleur de la loi 123.8. Donc, c'est ce qui est peut-être difficile à comprendre pour certains. C'est pas les décrets et les arrêtés qu'on attaque. Les décrets et les arrêtés sont la représentation matérielle de l'article 123.8 de la loi sur la De santé la loi publique. sur la santé, oui. Donc, c'est ça qui est difficile à comprendre, peut-être. Puis, on a vu que la juge ne l'a pas compris du tout, puisqu'elle met l'emphase, bon, sur l'article 119 qui n'a pas rapport, et sur le fait que les décrets et arrêtés sont théoriques. Bon, on va le voir un petit peu plus loin. Ouais, mais ce qui arrive, en fait, c'est que l'article 123, lui, il n'est pas théorique. Il est encore là. Il existe encore. Et Oui, tous les décrets découlent de cet article 123-là. Donc, nous, on C'est attaque ça. cet l'article article-là. 123. Donc, mais c'était très clair dans nos conclusions qu'on attaquait spécifiquement cet article-là, pas exclusivement que l'article 123, mais Et surtout, on l'a précisé au début Oui, d'entrée de jeu, c'est la première chose que j'ai dite, et elle n'a pas pris, euh, elle n'a pas retenu mes propos, alors que c'était ça que j'expliquais. Puis on voit très clairement ici qu'elle n'a rien compris. ou qu'elle a fait effectivement. exprès de ne pas comprendre. Ou Mais en tout c'est ça, c'est un ou l'autre. Donc, depuis, les demandeurs dans les deux dossiers attaquent la constitutionnalité des mesures pandémiques spécifiques. C'est là que ça ne marche pas. Nous, ce n'est pas les décrets qu'on attaque, c'est la loi. Ouais, je Enfin, bon, comprends qu'est-ce que tu sous-entendais comme torchon, Denis. Je commence à mieux comprendre, là. dans les deux cas, les demandeurs souhaitent voir rembourser les Québécois ayant obtenu et payé les contraventions reçues pour violation des mesures sanitaires pandémiques. Ça, c'est vrai. À cette heure, on va voir son analyse. L'effet des jugements doit être réel et ne peut être simplement théorique. Cela implique donc que les tribunaux doivent dire le droit en vertu des lois, Mhm. en outre constitutionnelles ou quasi-constitutionnelles, toujours en vigueur, sans se laisser instrumentaliser par des débats politiques et sans statuer sur des situations n'ayant plus cours. Donc, c'est là-dedans, dans ce court paragraphe, qu'elle met en fait un peu tout parce que c'est dit en vertu des lois,
ce qu'on attaque, c'est les lois. C'est ça qui a dit quasi constitutionnel. Mais oui, mais on vient te voir pour te demander de trancher à savoir si c'est constitutionnel ou non. En vigueur, et oui, l'article 123 est toujours en vigueur, sans se laisser instrumentaliser dans des débats politiques. Donc, ce qu'on recherche, il faut que ça ait une tenance juridique, puis pas une conclusion politique. Et c'est ça qu'on demande. On demande avec de la jurisprudence, avec des notions juridiques, est-ce que l'article 118, 123 et 139 sont constitutionnels? Et évidemment, on amène les arguments pour démontrer que ce ne l'est pas. Mais ce n'est pas une conclusion politique qu'on va chercher. C'est une conclusion juridique, constitutionnelle sur les articles de loi toujours en vigueur. Donc, ce qu'elle écrit là, c'est exactement ça qu'on fait. Mais pourtant, elle l'utilise pour dire que c'est pas ça qu'on fait, puis c'est ça qu'on devrait faire. Bizarre, ce paragraphe-là. Quand même, hein? Bon, et là, ici, elle utilise l'arrêt Borowski, qui est justement l'arrêt qu'on a utilisé. Dosti aussi, sur le caractère théorique. Dosti qui est... il remettait, en fait, lui, il s'est fait payer un avocat par l'aide juridique, puis je pense qu'il il devait débourser quand même des sous, puis là, il disait qu'il était pas, tout le monde n'était pas égal face à la loi, puis bon, donc là, il a dit que justement, c'était inconstitutionnel, puis là, il attaquait un article de loi. Donc, puis finalement, son affaire n'a pas été jugée acceptable, mais pas pour les mêmes raisons. Là, ça a été... je ne peux pas vraiment faire l'analyse d'un jugement, mais ce n'est pas les mêmes raisons. Là. Vous irez lire le jugement sur Dosti. C'est pas en tout cas, c'est pas le même dossier. Encore, bon, sur le caractère théorique. Ici, on ramène justement les critères. L'existence d'un débat contradictoire, le souci d'économie des ressources judiciaires et la nécessité pour les tribunaux d'être conscients de leurs fonctions juridictionnelles dans notre structure politique. Ça, c'est des critères de l'arrêt Borowski qu'on a dû répondre. J'essaie de redescendre plus bas. Pour ceux qui sont plus intéressés, qui entendent ces mots-là puis qui comprennent pas trop, je vous invite à aller voir les capsules qu'on a produites. L'arrêt Borowski est bien expliqué. On le lit avec vous. On peut démontrer qu'est-ce qui est utilisé dans l'arrêt aussi. Donc, on vous invite à aller voir comme ça toutes les petites séries qui concernent l'équipe Lauzon et Galarno. Alors, l'arrêt Borowski, cette norme de contrôle, les normes de contrôle, les lois, les articles de loi, on en parle dans cette petite série vidéo pour ceux qui aimeraient mieux comprendre ce qui est dit dans cette procédure. Parce que le recours théorique aussi, c'est ça, on en parle aussi dans des capsules. On ne voudrait pas perdre personne. Si vous avez du retard dans nos capsules, je vous invite à aller les revoir. Donc ici, elle fait un retour aussi là-dessus. L'espèce que le demandeur attaque la légalité des décrets et arrêtés adoptés depuis le 11 avril 2020 en vertu de la loi sur la santé publique et de l'urgence sanitaire afin que le tribunal les déclare nuls et inopérants. Ça, c'était une de nos demandes. Il souhaite que le tribunal déclare que les exemptions et tous les décrets doivent et auraient dû être respectés. Ils veulent aussi faire reconnaître qu'il n'existe pas de situation d'urgence sanitaire au sens de la LSP et déclarent inconstitutionnelles les mesures décrétées en vertu de la LSP ainsi que les articles 118, 123 et 139. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est attaque les décrets, donc c'est théorique. Sauf que là, de son propre aveu, elle mentionne qu'effectivement, on attaque 118, 123 et 139 de la LSP. C'est écrit, là.
Hein? C'est Tantôt, écrit elle noir sur écrivait blanc, l'inverse, puis là, elle ou l'écrit, là. jaune sur, en tout cas, bref. Dans notre présent cas, mais c'est parce qu'elle avoue d'elle-même. OK, donc, si on attaque des articles de loi qui existent encore, est-ce que c'est théorique? Effectivement. Donc là, elle parle de l'état d'urgence sanitaire qui a été levé, avec la loi mettant fin sur l'état d'urgence sanitaire. Ça, c'est une autre chose qui est très, très, très intéressante. Je suis allé la relire justement parce qu'elle en parle. Cette loi qui met fin à l'état d'urgence sanitaire, cette loi dispose que les derniers arrêtés adoptés en 2020 y incluent les mesures qui y sont prévues, cessent d'avoir effet le 31 décembre 2022. Ce qui est faux, puisque la loi qui mettant fin à l'état d'urgence sanitaire, il y a des articles qui se poursuivent jusqu'en 2027. Donc, sans éplucher exactement tous les décrets et arrêtés qui continuent jusqu'en 2027, la phrase qu'elle écrit là, c'est totalement faux. Ça veut dire qu'elle n'a même pas pris la peine de lire la loi sur loi mettant fin à l'état d'urgence sanitaire pour aller voir vraiment ce qu'il y en est. Elle ne connaît pas le dossier autant que nous, en tout cas, ça c'était évident, là. Non, puis pour avoir pondu son jugement en 20 jours, c'est sûr qu'il n'a pas allé éplucher cette loi-là, puis justement les décrets et arrêtés s'y rattachant, puisque le masque, il en fait partie. Oui, puis vous avez aussi démontré qu'encore aujourd'hui, avec les Oui. dates mois d'octobre, vous avez apporté les preuves à l'appui que ces mesures-là existaient encore. Oui, Vous avez en plus fait ça dans sa face. Ah oui, puis les yeux qu'elle a fait. Certaines de ces mesures-là existent encore, soit parce que le gouvernement passe par la bande des communiqués pour les imposer, ce qui est très hypocrite, et certains sont la continuité, finalement, des mesures qui, via l'article 28 mettant fin aux mesures, prévoient que certains arrêtés et décrets se poursuivent encore jusqu'en 2027. Donc, de quelle façon l'article 28 peut mettre fin à un état d'urgence si les décrets de cet état d'urgence ont déjà été prévus pour continuer jusqu'en 2027? Puis vous avez démontré qu'il y avait des milieux hospitaliers, des milieux de personnes, de résidences de personnes âgées, des écoles. Je me rappelle la face de Madame la juge quand vous avez sorti ça. Elle était surprise d'apprendre qu'il y avait encore des écoles où il y avait encore les restants de ces mesures-là. Puis pourtant, c'est des informations que vous lui avez apportées. Ah oui. Un recours théorique constitue normalement une demande en irrecevabilité d'une certaine façon. Puis dans plusieurs des dossiers que j'ai dû plaider des demandes en irrecevabilité, parce que tu en as de tous les types, souvent ce que les juges vont mentionner avant même que l'audience commence, ce qui n'est pas le cas, dans notre présent dossier, elle ne l'a pas fait, mais dans d'autres dossiers, souvent les juges vont dire tous les allégués qui vont être présentés aujourd'hui sont réputés comme étant vrais, parce que c'est une notion de droit dans des recours en irrecevabilité. Puis lorsqu'on a commencé le recours, je ne me suis pas gêné pour rappeler à la juge que dans le présent dossier, tous les allégués qu'on mentionne sont réputés comme étant vrais. On n'est pas là à essayer de savoir si les éléments de preuve qu'on amène sont vrais ou faux, ou s'ils sont pertinents ou non, parce que de toute façon, c'est un juge sur le fond qui doit faire ça. Donc moi, j'ai commencé l'audience en lui mentionnant ça. Donc ça veut dire que si je t'amène des éléments qui montrent que, genre, il y a encore des mesures qui sont en application en province. C'est vrai. C'est réputé comme étant vrai. C'était bon, ça, ce bout-là. Exactement. J'ai bien aimé. Alors, quand je vous dis que c'était une défense magnifique, c'était un fallait être là. Oui, vous l'avez bien défendu en Titi. Mais c'est comme tu disais, c'est quasiment le fun, la manière qu'elle a reporté ça pour vous, parce qu'on le voit, nous autres aussi, on n'est pas avocats, puis on lit avec vous ce jugement qui est accessible. C'est un jugement qui est sorti. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Vous pouvez même le retrouver. Oui, exactement. Aussi, ce qu'elle dit par la suite, encore, Brika, depuis la question de la validité des décrets et arrêtés ministériels pandémiques a été décidée par la Cour d'appel dans Brika. Oh. C'est pas exactement ce qui a été validé dans l'arrêt Brika. L'arrêt Brika, c'est sur la question de l'article 119. Ouais. Donc, le renouvellement des décrets et arrêtés ministériels. On ne parle pas de la validité des décrets et arrêtés ministériels, on parle bien du renouvellement.
de 10 jours en 10 jours dans l'arrêt. C'est ça qui est la question dans l'arrêt Brika. Puis elle, qu'est-ce qu'elle dit? Excuse-moi, elle dit quoi? La question de la validité des décrets et arrêtés ministériels. Donc, ce qu'elle dit peut avoir du sens parce qu'on parle bien de la validité des décrets de 10 jours en 10 jours. Oui. Mais la manière dont elle l'a écrit, c'est pas ce que ça dit. C'est pas tout à fait ça. Oui. Donc, c'est un amalgame qui fait penser à autre chose. Oui, oui. Alors, ça, c'est le pouvoir discrétionnaire de la Cour parce qu'elle dit que c'est théorique. Donc, selon Borowski, la Cour peut quand même utiliser son pouvoir discrétionnaire pour faire passer une demande théorique pareille. Là, elle dit que, bon, elle explique pourquoi elle ne devrait pas le faire passer. Elle parle, bon, des décrets. Passeport vaccinal, bon, encore là, c'est d'autres trucs. L'allocation des ressources judiciaires. L'autre point de la procureure. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que, bon, son jugement, pour bien allouer les ressources judiciaires, il faut que son jugement puisse avoir un effet concret sur le droit des parties. Évidemment, nous, on a fait geler nos tickets COVID jusqu'à ce que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Donc, c'est sûr que son jugement va avoir un effet concret sur le droit des parties, puisque, bon, oui, il y a l'étiquette d'un sens, mais il y a aussi tous les articles de la charte qui ont été violés, on va dire ça comme ça, là, qui n'ont pas été respectés à l'encontre des citoyens, même de la Constitution. Ça, c'est très clairement expliqué dans notre demande, mais elle a dit que, bon, les questions soulevées, il n'y aurait peut-être pas d'effet concret. S'il s'agit de questions de nature répétitive et de courte durée pouvant difficilement être soumises aux tribunaux, c'était, répétitive et de courte durée, ça dépend, là. 2 ans, je ne sais pas si c'est long, là. Durée. Eux autres, je pense que c'est plus comme des petites actions qui se passent quand tu fais des petites choses répétées un petit peu. J'aime pas faire cette comparaison-là, mais si on pense à de l'harcèlement sexuel, c'est exactement ça qu'ils utilisent. C'est des questions, c'est répété, c'est de courte durée, parce que la personne ne fait pas un acte pendant plusieurs minutes. Des fois, c'est juste comme des petits mots à la job, mais toujours jour après jour. Des fois, c'est quand la personne touche le corps, même à un endroit, comme sur une épaule, mais toujours de manière répétée, puis la personne n'aime pas ça. C'est de courte durée. OK. Donc là, est-ce que 2 ans, est-ce qu'on peut dire que c'est de courte durée? Bon, faudrait voir son analyse. Si le fait de laisser les questions en litige sans réponse aurait un coût social. Donc, évidemment, là, il dirait, ben non, puisque les décrets n'existent plus, ça n'a plus de coût social. Par contre, ici, le coût social, si on regarde les articles de loi 118, 123 et 139 de la LSP, il pourrait y avoir un coût social puisque un état d'urgence sanitaire peut revenir, peut être... c'est ça, peut revenir. Il peut avoir des mesures qui a d'autres coûts sociaux sur la population. Par exemple, un lock-out de 2 semaines, d'1 mois, 2 mois. C'est différent dans certains milieux. Il y en a qui n'ont pas eu de lock-out, il y en a qui en ont eu. Mais ça a un coût social, ces articles-là. Qu'elle en parle aux restaurateurs, qu'elle en parle à tous ceux qui ont perdu leur commerce, qu'elle en parle aux parents qui n'ont pas pu mener l'aide financière, de pouvoir soutenir leur famille. Il y a eu des suicides, il y a eu des... Je veux dire, faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent aussi, là. Ben, c'est ça, mais encore une fois, il nous ramène dans Monnier, la décision juge du fond.
pourrait rendre, n'aurait aucun effet concret sur les parties, puisque les conclusions recherchent. Oui, mais dans Monnier, il ne parle pas dans notre cas, il parle dans Monnier encore. Ça n'a aucun rapport avec nous. Ben, pas que ça n'a Non, aucun rapport, mais tout comme dans Monnier, c'est en appel en plus. Fait que Parce que là, rappelle la loi. le jugement du juge Pinsonneau est justement en appel pour que les gens comprennent là, que c'est justement un jugement qui a été porté, qui est en appel, puis elle l'utilise pour Ouais. rejeter votre cause. C'est ça. Mais je tiens à préciser, dans Monnier ne fait pas, ne va pas dans l'inconstitutionnalité des articles 118, 123 et 139. Donc ça, il y a seulement notre recours qui attaque ces articles de loi-là. Donc, la juge ne peut pas juste dire dans le présent dossier, tout comme dans l'autre dossier, pas que ça n'a pas rapport. On a des questions similaires, comme on l'a vu plus tôt, mais les questions à trancher sur le fond sont différentes. Puis je vous ai entendu aussi le dire à Madame la juge. Je me souviens plus si c'était toi ou Denis qui a précisé ce point-là, mais tu as vraiment départi que les deux causes avaient des fonds, bien sûr, qui demandent est-ce qu'il y a eu vraiment une urgence sanitaire. C'est vrai qu'il y a des questions qui s'y ressemblent, mais de là à les comparer comme des oranges avec des pommes, tu vois qu'il n'y a pas eu gros de travail de fond là-dedans, c'est clair. Elle ne peut pas juste être incompétente. Là, ici, en C, la fonction juridictionnelle et le rôle du tribunal. Les demandeurs contestent le non-renouvellement de l'état d'urgence sanitaire. Attendez quoi? Hein? C'est pas ça que tu as dit tantôt, mais les décrets pandémiques et les arrêtés ministériels, de même que l'opportunité pour le gouvernement d'avoir pris différentes mesures afin de protéger la santé de la population. On ne conteste pas le non-renouvellement, en fait, on est content. Ben non. C'est justement l'article 119 qui parle du renouvellement et vous ne le contestez pas. C'est ça. Wow. Les décrets, arrêtés et mesures contestées ne sont plus en vigueur. Si on parle des décrets, oui, mais les décrets est l'exemple de l'article 123 qui est toujours en vigueur. Qui est toujours, aïe. Donc, c'est ça qui est... bon. La question est donc largement théorique. Ben oui, dit comme ça, la question est donc largement théorique, mais c'est faux. Donc, si ça, c'est faux, la question, sur quoi tu te bases pour dire que c'est largement théorique? Bon. Sur la rébrica, visiblement. Ben, visiblement. Mais pas sur le contenu de notre demande. Pas du tout. Sur la rébrica, l'article 119, sur le communier, mais pas du tout sur vos demandes. On les a vues, vos demandes. C'est le fun de pouvoir voir vos demandes avec son jugement. Hein? On voit très bien. Donc, jusqu'à présent, avant d'aller sur l'intérêt d'agir, qui est la deuxième partie, donc, jusqu'à présent, on voit que quand elle fait un résumé de notre demande, elle inclut l'article 118, 123 et 139, mais lorsqu'elle fait l'analyse de son jugement, elle n'en parle pas. Donc, ça, c'est vraiment un gros manque, puisque c'est là-dessus que tient notre pourvoi, ces trois articles de loi-là. Et elle ne fait aucune analyse par rapport à ces articles de loi-là. Elle fait que l'analyse par rapport au décret qu'on lui a précisé que c'est pas les décrets qu'on attaque, c'est les articles de loi et les décrets viennent démontrer comment les articles de loi sont appliqués. J'en reviens pas parce qu'elle vous écoutait tellement, cette juge. Elle vous a même demandé de vous présenter personnellement. Vous êtes qui? Elle s'intéressait à tout ce que vous disiez. J'en reviens pas qu'il y ait des échappées aussi, des bourdes, J'en reviens pas. Je l'avais pas lu encore, votre jugement, mais je pense qu'on peut facilement en arriver à la conclusion que nos juges, ils sont pas honnêtes. C'est pas, je pense pas que c'est une pure coïncidence ou, je veux dire, tu sais, les juges, là, on s'entend qu'au départ, c'était des avocats, mais ils ont quand même dû étudier en droit. Après ça, bon, ils doivent pratiquer le droit en tant qu'avocat pendant un certain temps, puis finalement, ils deviennent juges.
je pense pas que ces gens-là soient des sombres crétins, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, peut-être des gens très mal intentionnés. Si pour vous, être mal intentionné, c'est une définition d'être crétin, mais tu sais, genre vraiment des lunatiques qui sont pas capables de lire des conclusions dans un recours, je pense pas que ce soit Je pense leur pas. profil à eux. Donc moi, j'ai bien du mal à penser que ça aurait pu être de bêtes erreurs comme ça, parce que c'est tellement grossier là, que ce serait genre une espèce de lunatique qui comprend pas trop. Là, il pondrait ce genre de truc-là. Mais les juges ne sont pas comme ça. Moi, j'ai beaucoup de mal à croire que. On dit pour la forme, oui, on pointe des erreurs de fait et de droit quand on s'en va en appel, mais honnêtement, sortir un truc comme ça, alors que. Ouais. Alors que ça n'a comme pas vraiment de lien avec notre recours, c'est fascinant. Il Je s'est veux probablement pas, passé quelque chose en coulisses, mais bon, en ben, tout c'est cas, ça, je veux pas dire que c'est de l'incompétence. La juge est probablement compétente. Par contre, c'est soit des erreurs, comme tu dis, d'inadvertance, des erreurs, je sais pas, là, des coïncidences ou de la mauvaise foi. Je veux je dire, pense qu'on est plus dans un cas de mauvaise foi pour ne pas ajouter plus de détails. rendu Hmm. là, malheureusement, la mauvaise foi est très difficile à prouver. Par contre, on a de plus en plus d'exemples, comme dans ce jugement, de choses qui ressemblent étrangement à de la mauvaise foi. Puis peut-être que ça va être quelque chose qui sera plaidé également. On va voir. Parce que si on est capable de démontrer la mauvaise foi du juge dans ce jugement, c'est sûr que là, on tombe à un autre niveau, là, mais il y a des choses qui peuvent être faites aussi. Là. Donc, si vous me laissez poursuivre, on tombe maintenant dans la deuxième partie, après de savoir si le recours est théorique ou non. C'est de savoir si on a l'intérêt. En fait, c'est marqué l'intérêt requis pour agir. Là, c'est plus la qualité d'agir parce que l'intérêt, je pense qu'on l'a après avoir déboursé autant d'argent, puis s'être impliqué, investi de notre temps, de tous les efforts qu'on fait. Je pense que l'intérêt est indéniable. Par contre, la qualité d'agir, qui est le terme juridique, ça, il faut regarder c'est quoi les critères. Puis ça, il faut remplir des critères. C'est pas la même chose que l'intérêt. Donc encore là, tout comme le juge Pinsonneau en conclut dans Monnier, cette conclusion de nature injonctive est non fondée en droit, en plus d'être imprécis et impraticable, et donc impossible à faire exécuter, même si elle s'avérait recevable, ce qui n'est aucunement le cas. Donc là, faut rappeler, là, excusez-moi, je vais revenir sur la ligne en haut. Évidemment, on demande que tous les citoyens ayant reçu une contravention soient remboursés. C'est ça qui est en train de dire que c'est impraticable, impossible à faire exécuter et que c'est donc irrecevable. Petit message pour l'auditoire, l'audience, ceux qui nous écoutent. 2012, peut-être que la juge pourrait écouter ça aussi. 2012, la loi, le règlement de la Ville de Montréal sur l'interdiction de porter un masque en manifestation a été battu en cour d'appel en 2018. Et le remboursement d'étiquettes dû à ce règlement-là a été fait. En Pourquoi? 2022. 10 ans après oui, en 2022 qui ont été remboursés. Ah ben c'est ça. Fait que pourquoi eux ont été remboursés? Ben, justement parce que le règlement a été jugé inconstitutionnel, mais que dans notre cas, ce serait impossible à faire. Je pense que c'est deux poids, deux mesures. Oui, puis on parle de beaucoup de millions de dollars parce que jamais au Québec, on a connu non plus de campagne de force, de rapport de force avec le citoyen qui avait tellement peur parce que le ticket représentait à lui seul 1554 dollars. Donc, c'est énormément d'argent. Donc, ça a son poids. Ça fait 67 millions de dollars. Fait que c'est vrai qu'elle, dans sa tête, elle doit se dire mon Dieu, c'est impossible que le gouvernement, mais pourtant, le gouvernement ne s'est pas gêné de réclamer cet argent-là. Non, vraiment pas.
par la bande, on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est dilapidé. On regarde ce qu'ils ont envoyé, mettons, en Ukraine pour leur petite gagarre de l'autre côté. On se dit, ouais, ben finalement, de l'argent, ils en ont beaucoup. Puis si on regarde les décisions juridiques qui ont été rendues par le passé, pas juste qu'est-ce qui est en lien avec le printemps érable, OK, mais il y a eu beaucoup de remboursements qui se sont faits suite à des décisions, voire même des recours collectifs. Donc, on n'est clairement pas dans un cas qui est impossible parce que la Cour a déjà statué à plusieurs reprises qu'il fallait rembourser des gens. Mhm. Il y a tellement du vent comme argument que, en tout cas, je m'attendais à mieux de la part de cette juge, mais bon. Oui. Donc, en conclusion, reprenons intégralement ici la conclusion du juge Pinsonneau. Ah ben, Quingadon! La tutelle s'applique directement et intégralement au présent dossier. Ah oui, c'est pareil. Mais c'est même pas le même dossier. Ah? Ben, où se trouvent les articles 118, 123 et 139 dans tes conclusions, madame? Je les vois pas. Il n'en parle pas ici. Oh là là. Il n'en parle pas ici. Il en parle Pauvre madame. Ah non, il n'en parle pas ici. Oui, pauvre madame, oui. Madame, elle a fait beaucoup de missions volontaires. Eh ben non. Mais non, mais c'est sûr que cette femme-là, moi, je m'imagine tout le temps qu'ils sont vraiment, tu sais, sont à notre écoute lorsqu'ils sont dans leur cours. Mais une fois qu'ils ont traversé les portes, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui les attendent, puis que je sais pas trop, je sais pas à quel point ils sont manipulables, mais je trouve que c'était complètement de la malhonnêteté intellectuelle. Puis cette femme-là, elle avait vraiment pas l'air d'une nounouche, là. C'était une femme extrêmement belle et droite. Je trouve que, ouais, ça fait pitié d'en arriver là. Quoi, je sais pas, parce qu'on donné, quand on te propose, je sais pas, quand on est juge, une enveloppe brune par la bande, là, vous allez me dire, il faut que tu le prouves. Mais guess what? Dans mon dossier contre Tristan Fauché, qui n'a pas nécessairement de lien avec celui-ci, où je poursuis un constable, le constable m'a quand même admis que oui, on reçoit nos instructions directement du gouvernement. Okay. Donc, j'ai des notes sténographiques d'un interrogatoire que j'ai tenté de déposer à la cour où j'ai des aveux d'un constable. Ben oui, on reçoit directement nos instructions de Dubé lui-même, des gens finalement qui gribouillaient leurs décrets sur le coin d'une table. On sait que c'est surtout Legault, Dubé, Arruda, ces gens-là. Bon, puis, c'est ça, j'ai essayé de déposer ces éléments de preuve-là d'un interrogatoire que j'ai eu. Évidemment, les juges ne veulent pas les voir, ils les refusent. Donc, la réponse, que ça vous plaise ou non, c'est oui, les juges reçoivent des instructions du gouvernement pour bloquer des dossiers COVID. C'est plate, c'est triste, j'ai l'air d'un complotiste, allez, let's go. Mais j'ai quand même une liste de papiers qui on le démontre sur papier, noir sur blanc, c'est démontré. Donc, c'est probablement, dans le cas spécifique de la juge Piché, est-ce qu'on peut le prouver hors de tout doute? La réponse est non, mais si on sait que c'est déjà arrivé par le passé à d'autres juges qui recevaient des instructions bien spécifiques de Dubé lui-même ou de Legault lui-même, ben c'est probable que ce soit aussi arrivé à la juge Piché. Donc ça, c'est un truc à considérer. Puis je vais aussi faire un petit clin d'œil à la commission Charbonneau qui nous a démontré. Ben oui, j'allais parler de la même chose. Énormément de corruption au niveau, pas exclusivement de la construction, mais parce que la construction, c'était lié avec le politique, le judiciaire. Puis pour ceux qui ont un peu lu en tout cas, le rapport, on réalise finalement que la corruption, c'est vraiment un truc qui est répandu au Québec. C'est une norme sociétale, en fait. La corruption, c'est la norme au Québec parce qu'on est vraiment dans une république de bananes. Donc, c'est tout à fait possible que les gens, finalement, en arrivent à la conclusion que nos juges sont malhonnêtes. Et par ailleurs, tu as la décision du juge Pazarat, ça c'est du côté de l'Ontario, je ne sais pas, Pazarat, ça fait très pays de l'Est comme nom, là. Vous me corrigerez si vous savez d'où il vient. Il a peut-être connu la dictature, ce juge-là, parce qu'il a quand même pondu un jugement intéressant qui est lié aux mesures sanitaires en passant. Et dans ce jugement-là, finalement, c'était un père puis une mère de famille qui visiblement s'entendaient pas bien, qui voulaient savoir s'il fallait comme vacciner l'enfant. Je dis vacciner, on parle plus de l'inoculer avec leur traitement ARN. Puis finalement, ben le père de famille, lui, c'était un pro-mesure totalitaire. Puis lui, il était comme, ben oui, il faut l'injecter. Puis il utilisait beaucoup d'arguments calomnieux en compte de l'autre personne. Et ces arguments calomnieux-là étaient, c'est une complotiste. Ah, regardez, sur son Facebook, il suit la page de Maxime Bernier. Mais Maxime Bernier, c'est un politicien complotiste aussi parce qu'il s'est déjà prononcé contre les mesures. Donc, c'est une complotiste, vous ne devez pas l'écouter. Puis de l'autre côté, il est arrivé avec la science, des arguments de droit.
en disant que, ouais, ben, il y a beaucoup de biologistes, il y a beaucoup de gens dans le domaine qui disent qu'il ne faudrait peut-être pas que les gens prennent cette cochonnerie-là. Parce qu'il pourrait avoir des problèmes graves. Puis en fait, elle a déjà démontré qu'il y a eu des problèmes graves dans plusieurs cas. Puis finalement, le juge lui a donné raison, mais dans son analyse, il a ajouté des éléments encore plus importants. Finalement, l'enfant ne s'est pas fait injecter, c'est une très bonne nouvelle. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que dans son jugement, le juge a mentionné plusieurs cas, incluant des jurisprudences, où le gouvernement, autant fédéral que provincial, s'est retrouvé les culottes baissées. Une bonne expression québécoise, ça. C'est que le juge, en fait, il disait écoutez, voici la liste des scandales dans lesquels les gouvernements ont été impliqués. Le gouvernement a été reconnu coupable ici, reconnu coupable ici. Voici l'autre jugement où le gouvernement a été reconnu coupable. Tu sais, il pointe plusieurs trucs. Il parle entre autres des Amérindiens. On sait qu'est-ce qui s'est passé avec les Amérindiens. C'était pas cool. Tu sais, il pointe finalement énormément de décisions où le gouvernement, finalement, a été reconnu comme étant fautif. Puis après ça, ce qu'il dit, avec tout ce que le gouvernement a fait par le passé, c'est normal que les gens ne fassent pas confiance au gouvernement et c'est normal que les gens se posent des questions. Puis il a aussi mentionné que c'était tout à fait normal que les gens se posent des questions. Ben oui, il y a un jugement qui est vraiment intéressant. Comment? Excuse-moi, Denis. Je disais qu'il y avait un bris de confiance évident, puisque ce que le jugement démontre aussi, ça n'aide pas à supporter l'argumentaire de la corruption, en tout cas. On se pose des questions. Je pense qu'au stade où on en est, il faut qu'on dise la vérité. Là, même si on ne peut pas le prouver hors de tout doute, elle a probablement reçu son chèque de son côté. Puis tu sais, Denis, tantôt, tu parlais des enfants inoculés en Ontario que la maman avait gagné parce que même si elle s'était fait diffamer, qu'il avait traité de termes qu'on ne peut pas utiliser en cours en plus. Ici au Québec, c'était complètement différent. Il y a eu plein de parents qui ont essayé dans les gardes partagées. On a eu beaucoup à faire avec ces parents un parent qui était pour, un parent qui était contre. Puis n'importe quoi qui a été essayé, j'ai beaucoup suivi les dossiers, accompagné les parents. Elles étaient sûres qu'elles allaient remporter. Et à chaque fois, le juge a pris la décision du parent qui était le parent pro-mesure, le parent pro-gouvernement. Et il n'y a jamais eu, malgré les défenses, malgré les parents qui ont voulu démontrer que l'enfant, ils ont tout essayé. Puis à chaque fois, au Québec, ça a été le parent pro-mesure qui a remporté. Donc, ton cas en Ontario, super intéressant. Bravo aux autres cours compétences en dehors du Québec. C'est là que ça devient intéressant. C'est comment t'expliques que les gens qui utilisent tout le temps des éléments calomnieux, qui se basent sur absolument aucune règle de droit, arrivent à remporter des batailles, alors que les autres qui s'appuient sur le droit, sur de la jurisprudence, sur des expertises, se font débouter dans des torchons produits par des juges qui rient carrément de la population. Complètement. C'est rire de nous, OK? Mais c'est parce que ça, il y a des conséquences là, à ça. Parce qu'il y a des gens qui meurent suite à ces injections-là. C'est pas pour rien, en fait, qu'on attaque les mesures sanitaires. Oui, pas pour la fun, là. Il va falloir que ces juges-là rendent des comptes, mais il va vraiment falloir que la population au complet s'y mette. Genre, oui. Parce qu'au-delà des mesures sanitaires, c'est sûr que la clique pro-mesure, ils n'en ont rien à branler de ce qu'on fait, puis ils sont même contents, sont souvent très mal intentionnés et ont une haine viscérale envers les gens comme nous. Une haine qui est d'ailleurs tolérée dans notre société, parce que tu comprends, on ne peut pas critiquer les immigrants, on ne peut pas faire ce genre de truc-là, parce que c'est pas correct, c'est illégaux, mais quand il s'agit d'attaquer une personne qui est contre les mesures sanitaires, là, c'est correct. On peut le fusiller sur la place publique, il n'y a aucun problème. Il y a tout le temps deux poids, deux mesures. Mais c'est que même ces gens-là là, qui sont contre nous, qui sont pro-mesure parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, parce que vous n'êtes pas assez intelligents si vous êtes pro-mesure, ces gens-là là, qui sont pro-mesure, genre, tu ferais quoi à un moment donné si t'es coincé dans un dossier juridique, là, même si ça n'a rien à voir avec les mesures, et que tu te butes à le même genre de délire où on ne respecte pas tes droits. Mettons là, que c'est un dossier qui est vraiment très important pour toi, là, même si ça n'a rien à voir avec les mesures, là, que c'est vraiment important, que pour toi, il faut gagner. Puis tu mets toute la gomme, que tu amènes des arguments de droit, puis que l'autre te fait juste des doigts d'honneur dans la salle d'audience, puis qu'on lui donne raison. Tu ferais quoi? Tu ferais what the fuck? C'est quoi cette république de bananes? Qu'est-ce qui se passe dans notre système judiciaire? Ben, c'est ça. En fait, l'ensemble de la population devrait embarquer parce que c'est au-delà des mesures. Là, c'est vraiment
corruption qui est C'est répandue à systémique. grandeur du judiciaire, puis on ne peut pas tolérer ça. Puis des torchons comme qu'est-ce que la juge a produit, c'est inadmissible. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec le principe du droit, parce que ce qu'il dit, c'est « tu n'es pas d'accord avec la décision, c'est pour ça que tu dis qu'on est corrompu ». Non, c'est que ta décision, c'est un torchon qui ne respecte aucune putain de règle de droit. Genre... On l'a vu, on l'a parcouru, là. C'est vraiment pas une question d'opinion, là. C'est une question de choses qui étaient... Si on se base sur les faits, elle est à côté de la traque. Puis des juges qui ont étudié en droit ne peuvent pas produire des conclusions comme ça simplement par erreur. Il faut que tu sois un moron, là, rendu là. Écoute, je sais pas, va passer la mop, tu n'as pas les compétences pour être juge. Mais si tu t'es rendu à être juge, c'est que tu es capable de lire des conclusions, tu es capable de lire des documents, tu es capable d'éplucher des documents. Mais peut-elle? Ouais, là, bon, c'est le point. Est-ce qu'elle le peut? Ouais, est-ce qu'elle le veut aussi? Est-ce qu'elle le veut? C'est ça, on le sait pas. Tu l'as dit tantôt, la mauvaise foi, c'est difficile à prouver. Mais vraiment, écoute, c'est hyper intéressant. C'est vraiment flagrant. On l'avait comme ça sous les yeux. Je trouve ça super intéressant. Donc, pour le reste du monde, là, inquiétez-vous pas, on laisse pas ça là. Notre document d'appel est déjà rédigé. Ça a été relativement facile à relever les points, comme je vous l'ai expliqué, montré. Il y a beaucoup d'erreurs dans son interprétation de la cause. Donc, c'est ça qu'on va ramener. Puis, même des erreurs de droit, on en a trouvé aussi, là, pas juste des erreurs de fait. Donc, c'est ce qui permet d'aller en appel, parce qu'en fait, c'est ça. On peut pas se permettre d'aller juste en appeler parce qu'on n'est pas d'accord avec une décision. C'est même très difficile d'aller en appel. Il faut avoir ces erreurs de fait, ces erreurs de droit. Il faut démontrer maintenant. C'est là que vous en êtes rendu. Merci de ne pas laisser ça là, mais c'est vrai que je vous comprends. C'est pratiquement impossible de laisser ça là. Alors oui, il faut poursuivre. Il faut continuer. Vous allez en appeler de cette décision de Madame la juge, puis on reste au courant pour pouvoir vous suivre dans ce dossier. Vous êtes nombreux à l'avoir manqué. C'était extraordinaire, une défense formidable et fantasmagorique de cette procédure qui est tellement importante. Et la juge qui a rendu son jugement très rapidement, ben, ça va être probablement un petit plaisir d'amener ça en appel. En tout cas, beau travail, les gars, là-dessus. On va être avec vous. C'est important, là, que les gens soient là. C'est important que vous le sachiez. C'est important qu'on soit nombreux. Comme ça, tu sais, on fait, hey, ça suffit là, de prendre la population pour des caves. Fait que manifestez-vous, soyez nombreux aux audiences et justement, partagez ces vidéos qui font connaître ces procédures. Il y en a tout plein. Toutes les causes sont importantes. Alors, c'est une vidéo à partager et à réécouter. Si vous êtes désintéressé, on a toutes sortes de petites capsules pour que vous puissiez, d'une capsule à l'autre, en connaître davantage pour que le langage judiciaire soit un petit peu moins du chinois. On se couche moins niaiseux le soir. Ouais. Donc, le 12 janvier, c'est une invitation qu'on vous envoie, que vous soyez de Montréal, de la région de Montréal. Extrêmement une journée très importante, 2 causes pour le prix d'une. Donc, on a aussi un appel sur rétractation de jugement le 12 janvier. Denis, qui n'a pas rapport avec ça, c'est important de le mentionner. Ah ben, en fait, ça n'a pas rapport avec le dossier qu'on vient de présenter. Par contre, la rétractation de jugement, c'est ça, c'est des dossiers très, très, très importants parce que ça a tout un lien avec la santé publique. Vas-y, Denis, pour l'explication, je vais te laisser expliquer tes dossiers. Ben oui, en fait, on en a parlé, je pense, quand même brièvement, peut-être dans une autre capsule. Ce qui arrive, en fait, le 12 janvier, c'est que j'ai 2 dossiers. Un dossier sur une rétractation de jugement qui est à la cour d'appel et aussi un contrôle en certiorari qui est à la cour d'appel. Donc, vous comprenez que dans les premières instances, ils ne m'ont pas donné raison. Coïncidence. Mais maintenant, justement, on n'est pas d'accord avec la décision parce que c'est rempli, on va dire, des erreurs là, pour les besoins de la cause. C'est rempli d'erreurs. Puis là, c'est ça. Dans le fond,
Ces deux dossiers-là sont techniquement liés avec notre contrôle judiciaire, notre dossier principal constitutionnel auquel on a fait référence pendant le présent entretien. OK? C'est que nous, d'un côté, on demandait une suspension de l'ensemble de nos contraventions COVID. Ça inclut les nôtres, mais ainsi que celles de tous les autres mises en cause dans la procédure. Donc, on parle quand même de plus d'une dizaine de dossiers qu'on demandait à faire suspendre, tant et si longtemps que la constitutionnalité des mesures n'a pas été débattue. De l'autre côté, c'est également une rétractation, parce qu'en fait, on m'a barré l'accès à un palais de justice au moment où je devais aller plaider un dossier. Puis moi, je fais valoir finalement que c'est un outrage parce que tu empêches les gens d'accéder à la justice. Tu as une tonne de jurisprudence qui disent que tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'accéder à son audience. En tout cas, je ne vais pas trop entrer dans les détails, ça vous intéresse plus, venez voir qu'est-ce qu'on a plaidé. Ça va être bon ça, Denis, excuse-moi, mais ça, c'est l'appel de rétractation, c'est l'avant-midi ou l'après-midi, tu le sais-tu? Je ne sais pas lequel qui vont passer en premier. Si Parce ça va que ça, c'est intéressant. C'est un petit peu en lien avec ta cause que tu as eu à Saint-Jérôme sur le port du masque, l'exemption de port du masque. Encore une fois, quelqu'un en autorité t'a empêché d'aller dans un lieu dans lequel tu devais être entendu pour te défendre. Il t'a donc empêché, t'amènes ça en appel. Ça va être hyper intéressant à suivre aussi, là, pour que ça, c'est le 12 aussi. Tu as les deux. Les deux la même journée. Je ne sais pas c'est lequel qui va passer en premier, mais je tiens à préciser que c'est une demande pour permission d'appeler. C'est un peu comme le FIF. Donc, c'est pas, on ne plaide pas sur le fond. Ils vont juste regarder est-ce que ça vaut la peine que tu aies un appel ou pas. Tu vas défendre, comme dans le cas qu'on a expliqué tantôt, ton recours, tu défends que oui, pour ces raisons-là, je demande à Madame la juge ou à Monsieur le juge d'être entendu, que ma demande soit acceptée, ma demande d'en appeler. Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est le procureur général qui est contre ou le DPCP? Dans ce cas-ci, c'est le DPCP. OK. Et même dans les deux dossiers, c'est le DPCP. C'est ça qui est fascinant. En tout cas, parce que d'un côté, oui, on parle d'un dossier pénotypique, mais de l'autre côté, c'est que j'ai déposé un contrôle en certiorari qui est une procédure civile. C'est que, en fait, c'est qu'il n'y a pas de droit d'appel sur une demande interlocutoire. Donc, si je fais une demande en suspension, puisqu'il n'existe aucun droit d'appel, je peux me retourner vers des procédures d'exception. Les procédures d'exception, ça existe en droit civil et non en droit pénal. Puis, il y a un article au niveau du code pénal qui renvoie vers le civil. Donc, moi, c'est ça. J'ai déposé finalement un dossier civil, puis le juge, quand il a pondu son jugement, il a fait non, ça c'est pénal. Comme quoi? Fait que là, finalement, mon dossier civil est devenu un dossier pénal. C'est très étrange. J'entends pas laisser cela. Mais en tout cas, je dois obtenir la permission d'appeler sur ces deux dossiers-là. C'est qu'en fait, au moment où on m'empêchait d'accéder au palais, j'ai été condamné, mais par la bande, j'ai également poursuivi le constable en dommages et intérêts parce qu'il a commis une faute à ce moment-là. Et on s'est pris des demandes préliminaires. Et dans ces demandes préliminaires-là, on s'est pris une demande en abus. Et dans la demande en abus, la juge nous a donné raison sur à peu près toute la ligne. Donc là, tu as un constable qui m'empêche d'entrer, puis tu as un autre juge qui fait « Ouais, OK, on ne va pas jeter sa procédure, ils vont aller sur le fond parce que… » Wow. C'est ça, c'est un peu ce que je pense que je l'ai déjà expliqué peut-être dans une autre capsule, c'est que le dossier médical, selon la juge, ça ne fait pas partie de la théorie de la cause, puis c'est pas nécessairement tributaire pour démontrer que tu jouis de l'exemption. Donc, ça penche un peu vers moi qui dit qu'une simple déclaration est utile pour jouir de l'exemption médicale. Donc, au moment où je suis entré dans le palais de justice puis que j'ai mentionné, j'ai fait valoir l'exemption, le constable aurait dû me laisser entrer. Puis j'ai aussi beaucoup de témoignages et de cas de gens qui ont réussi à entrer dans des palais de justice non masqués en faisant valoir l'exemption. Donc, pourquoi est-ce que deux poids, deux mesures? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont réussi à entrer alors que d'autres sont bloquées? Parce que c'était pas clair, parce qu'il y a besoin de normes de contrôle sur ces articles de loi-là, parce que les décrets ont été pondus n'importe comment, à droite, à gauche, parce que les gens en étaient pas informés, parce que les personnes en autorité n'étaient même pas informées, puis ils voulaient même pas aller les lire, ces décrets. Il y a eu énormément de manque d'harmonisation, de manque de structure, de manque de cohérence dans la plupart de ces dossiers-là. Fait qu'en même temps, ils se voilent la face pour pas paraître trop cave, mais c'est cave. C'est plus que ça. Parce que dans ce présent dossier-là, et par la suite aux interrogatoires qu'on a fait, on a réussi à obtenir des aveux finalement que le DPCP lui-même avait demandé au constable de me bloquer l'accès. Donc, ça démontre que c'était prémédité. Le DPCP, c'est celui que t'affronte. Il a tout intérêt à ce que tu ne rentres pas dans un palais de justice parce qu'il peut te faire condamner par défaut. Ça règle rapidement son dossier.
En tout cas, il pensait que ça allait être rapide avec moi, mais finalement, je ne le lâche pas. Mais je veux dire, quand tu reçois une commande, ce n'est pas un juge qui a passé une ordonnance, c'est le DPCP qui a été voir le constable en disant lui, là, il va se présenter et tu ne le laisses pas passer. Il ne faut pas qu'il rentre. Il ne faut pas qu'il vienne présenter son dossier. Fait que la personne que je poursuis ordonne aux gens de ne pas me laisser entrer. La personne qui me poursuit, à laquelle je dois me défendre, Mais voyons fait donc. en sorte que je ne peux pas entrer. C'est très grave. Là. Je ne vais pas faire de cours de droit parce que le barreau attend juste ça pour me tomber sur la tomate. Mais selon ce que j'ai lu, on a affaire à un outrage criminel parce que tu empêches quelqu'un d'aller assister à son audience et en plus, tout est prémédité. Donc, moi, je vais aller faire valoir ça le 12 parce que officiellement, j'ai jamais été encore entendu, en tout cas sur le fond, sur ce dossier-là. On est en appel, on perd du temps, on tourne en rond parce que eux ne veulent pas que je sois entendu sur le fond. Mais officiellement, c'est un de mes droits d'être entendu. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'obstinent à ne pas le respecter? Honnêtement, je pense, là, je vais probablement lancer une poursuite privée contre le DPCP parce que Là, on est au stade, écoute, là, tu m'empêches d'entrer dans un palais de justice, là, come on. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi une poursuite privée. Là? Normalement, quand tu veux poursuivre quelqu'un de criminel, ça passe par une plainte à la police. Cette plainte-là est envoyée au DPCP. Dans notre cas, le DPCP, on voit qu'il est très malhonnête et qu'il est derrière le coup de ne pas me laisser entrer. Puis si ça passe pas au niveau de la police ou que ça passe pas au niveau du DPCP, là, le citoyen a la possibilité de peut-être aller en poursuite privée. Mais j'y pense sérieusement parce que là, en ce moment, je fais tout pour avoir le droit d'être entendu de façon légale, en suivant les procédures habituelles, et je me fais constamment, genre, comme nier mon droit d'être entendu. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre belle province. Mais en tout cas, moi, je n'entends pas laisser ça passer. Donc là, c'est simplement un appel, mais j'y pense de plus en plus. Les avocats impliqués dans ce dossier-là, il ferait mieux peut-être d'arrêter de me prendre pour un con, parce que j'ai le droit d'être entendu, c'est un de mes droits qui est garanti, et je pense sérieusement aller les chercher par la bande, parce que là, c'est inadmissible. Là. Écoute, je vais me rendre en Cour suprême pour une rétractation de jugement, come on. C'est même pas pour le jugement, là, c'est juste pour la rétractation, pour avoir le droit d'aller en débattre sur le fond, sur le jugement. C'est ça. J'ai même pas eu le droit d'être entendu sur le fond. Et ça, c'est à la demande du DPCP qui a demandé à ce qu'on me parle l'accès. Aïe, aïe. Fuck. C'est ça. Ils n'ont pas la compétence pour faire ça. Là. Mais non, c'est, bon. En tout cas, c'est les clowns que je m'en vais affronter. C'est des gens très honnêtes. Ouais, une chance que tu es faite solide. Parce qu'effectivement, c'est un peu décourageant aussi tout ça. Puis, mais c'est ça, j'aime beaucoup votre approche aussi. Puis, Denis, tu as un petit je m'en foutisme là-dedans qui est parfait. Et tu fonces. Et je trouve ça vraiment, vraiment périlleux, mais trop intéressant à suivre. C'est ce que j'invite tout le monde. J'invite à venir le 12 à Montréal si vous êtes dans la possibilité, à suivre nos petites capsules parce que justement, on fait les retours sur les actions, on vous les présente, on les décortique un peu avec vous pour que vous puissiez avoir une bonne idée d'ensemble de ce qui se fait parce que dans le fond, on est juste ça, on est des témoins de cette justice au Québec qui est pas la même quand il s'agit des dossiers COVID, ça c'est clair, on l'a bien senti dans tous nos dossiers qui ont été rejetés, qui ont été bafoués, qui ont été discrédités et qui ont été comme ça menés sans aucune rigueur intellectuelle comme celui qu'on vient de poursuivre avec vous. Alors, on est vraiment content de vous avoir, les gars. Puis, j'ai déjà hâte de faire le retour avec vous pour cette procédure qui aura lieu, ces deux procédures sur les questions du 12 janvier 2024 au Palais de justice de Montréal. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a une autre procédure que j'oublie comme ça dans ma petite poche qui s'en vient bientôt? Oui, bien en fait, on a un appel également le 24 janvier, si je me rappelle bien de la date, à Québec. Oui. C'est concernant, en fait, c'est notre dossier à Québec sur la poursuite. En fait, on poursuivait 2 policiers et 2 juges. Donc, en demande préliminaire, l'avocate a fait retirer les 2 juges puisque les juges ont l'immunité absolue.
Donc, la juge a penché de son côté et a dit effectivement, on va retirer les 2 juges de la poursuite. On a été en appel là-dessus. Est-ce qu'on va gagner? Nous autres, on a des présomptions, on a des arguments. Effectivement, l'immunité absolue des juges n'est pas totalement absolue. Il y a des critères qui doivent être remplis pour être considérés comme absolus. Et selon nous, on a les arguments qui fait que les critères ne sont pas remplis, qui ferait en sorte que l'immunité de ces 2 personnes devrait sauter et devrait pouvoir être poursuivie civilement comme les 2 policiers. Ça, Donc, c'est un autre cas intéressant parce que dans celui-là, c'est cette procureure générale qui s'était fait remettre à l'ordre par le juge parce qu'elle a juste choisi de ne pas faire sa job pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais à un moment donné, le juge a dit « Hey, va falloir que tu me donnes de quoi si tu veux que je te donne raison. » C'est un dossier hyper important. C'est à Québec pour ceux qui sont de la région de Montréal. C'est un petit peu plus de route. C'est le fun, les covoiturages. C'est des journées que vous pouvez venir suivre. L'audience, elle est ouverte et ça prend du support, ça prend votre participation. Donc, ce dossier-là à Québec, c'est autour du 24, oui, me semble que c'est le 24. Oui, on remettra les dates là, publiquement. Il y a eu plein de dates. On vous avait préparé un calendrier. On refera les nouveaux calendriers pour les dates 2024 parce qu'il y a le mois de janvier quand même assez occupé pour notre part. Il y a des décisions qui sont remises. Il y a dans le cas de Denis aussi des procédures importantes. Et la suite du dossier à Québec le 24, ça fait un petit mois de janvier méga important. Il y a aussi les causes de ceux qui se sont retrouvés à proximité de l'hôpital Sainte-Justine. C'est autour du 15 et du 17 janvier. Eux autres aussi, je les supporte parce que cette loi-là, elle serait facile à démolir, mais j'ai pas de ticket de cette action-là. Puis, il y a aussi ce fameux appel de la Cour par rapport au dossier Monnier. C'est aussi le 15 janvier. Alors, c'est un super de beau mois. Je trouve ça le fun, peu importe où est-ce qu'on attaque. À un moment donné, il y a un juge qu'il va falloir qu'il fasse sa job. Ça, on ne l'a pas assez dit. Mais vraiment, ça leur demande du courage. J'ai l'impression qu'eux autres aussi, pour pouvoir rendre les jugements qu'ils doivent faire, ça doit demander énormément de courage. Fait qu'on va accompagner nos prières de ces juges. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que prier pour qu'ils entendent raison, pour qu'ils puissent faire leur travail tout simplement. Et c'est ce qu'on nous souhaite en 2024. Des belles victoires, les gars. Je vous le méritez tellement. On va espérer arriver à faire des émissions aussi, des victoires qui vont avoir lieu 2024. C'est à suivre tout ça. Merci les gars pour votre passage. Merci pour votre résumé. Merci pour l'ensemble de votre travail. Puis je le sais que je vous dis déjà à bientôt. Merci Carole. Passe une bonne soirée. Merci, salut. Bye bye. Bon courage, bon travail. On a déjà hâte de vous voir. On est tous avec vous. Alors, soyez nombreux. Bye bye tout le monde. À bientôt. Salut.